113e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu veux que je te donne mon avis sur une question qui fait l'objet de disputes dans notre secte? Est-ce que la justice, le courage, la prudence et les autres vertus sont des esprits animaux, capables de se déplacer, capables de mouvement? Oh, pareille subtilité, mon bien cher Lucilius, nous ont fait prendre pour des gens qui font travailler leur esprit dans le vide et qui perdent leur temps à des discussions sans profit. Je vais faire comme tu le veux, je vais t'exposer ce que pensent les nôtres, mais je te préviens que mon avis personnel est différent. J'estime qu'il y a des sujets qui ne conviennent qu'à ceux qui portent Fécas et Pallium. Voici pourtant les problèmes qui ont agité jadis les nôtres, ou que les nôtres ont jadis agité. Il est bien certain, disent-ils, que l'âme est animale, vu que c'est elle qui fait que nous sommes des animaux, vu que tout être animé a emprunté d'elle le nom d'animal. Or la vertu n'est autre chose que l'âme disposée d'une certaine manière, elle est donc animale. De plus, la vertu agit suppose dans tous les cas un élan. Si elle a de l'élan, faculté propre à l'animal, elle est animale. Mais, dit-on, étant animale, la vertu possède en elle la vertu. Et pourquoi ne la posséderait-elle pas elle-même? Le sage fait tout par la vertu tout par elle-même. Ainsi donc, tous les arts sont des animaux, toutes nos pensées, tout ce que notre intelligence embrasse. Il s'ensuit que des milliers d'animaux logent dans les étroites limites de notre cœur, que chaque individu est composé d'animaux multiples ou renferme en lui de multiples animaux ou esprits animaux. Tu demandes ce que l'on répond à cela. Chacune de ces choses sera animale, et il n'y aura pas collectivité d'animaux. Pour quelle raison? Je vais le dire pourvu que tu appliques à mon propos la finesse de ton entendement, ta capacité d'attention. Chaque animal doit avoir sa substance particulière. Tous n'ont qu'une âme. Ils peuvent donc compter chacun pour un, non pour une multiplicité. Je suis animal et homme sans que tu puisses dire que je sois deux. Pourquoi? Parce qu'il faudrait pour cela qu'il y eût séparation. Mais oui, il faudrait extraire l'un de l'autre pour qu'il fasse deux. Tout ce qui est multiple dans un même être relève d'une même et unique nature. Partant, il est un. Mon âme est animale, je suis animal, cependant nous ne sommes pas deux. Pourquoi? Parce que mon âme est une partie de moi-même. Ne comptera par soi que ce qui existe isolément. Ce qui ne sera qu'une composante de quelque chose ne pourra être regardé comme une autre chose. Et la raison en est que, pour être une autre chose, il faut être soi, constituer une individualité à part, un tout, un être complet en lui-même. J'ai pris, comme je l'ai déclaré plus haut, une autre position. Si l'on admet en effet le principe, seront animaux non seulement les vertus, mais encore les vices et les passions qui leur sont opposés, colère, crainte, affliction, méfiance. La conséquence s'étendra plus loin. Toutes les opinions, toutes les pensées seront animaux, ce qu'on ne doit nullement admettre, car tout ce qui est le fait de l'homme n'est pas homme. Qu'est-ce que la justice, me dit-on? C'est l'âme disposée d'une certaine manière? Eh bien, si l'âme est animale, la justice l'est aussi. Mais pas du tout. Cette justice est une manière d'être de l'âme, une capacité qui est à elle. Une même âme se modifie sous diverses formes. Elle n'est point un autre animal chaque fois qu'elle passe à un autre ouvrage. D'autre part, ce qui est œuvre de l'âme n'est pas non plus animal. Si la justice, si le courage, si les autres vertus sont animaux, cessent-elles de l'être pour le redevenir à différents moments, ou le sont-elles toujours? Les vertus ne peuvent cesser d'être vertus. Il faut donc qu'il y ait un grand nombre, que dis-je, une infinité d'animaux grouillant en cette âme. Ils ne forment pas un nombre, me répond-on. Ils sont reliés à un seul, ils sont partie et membres d'un seul. Ah, ainsi,
nous nous figurons l'âme à l'image de l'hydre aux 100 têtes, dont chacune combat pour son compte, et pour son compte exerce sa malfaisance. Or, aucune de ces têtes n'est un animal, c'est une tête de l'animal de l'hydre qui constitue, elle seule, l'animal. Personne n'a prétendu que dans la chimère, le lion ou le dragon fût un animal. Ils en étaient les parties, mais les parties ne sont point des animaux. Qu'est-ce qui t'autorise donc à conclure que la justice est animale? Elle agit, me dit-on, elle est utile. Ce qui agit, ce qui est utile a du mouvement, et ce qui a du mouvement est animal, répètes-tu encore. Cela est vrai, si ce mouvement lui est propre, mais il est emprunté, il vient de l'âme. Tout animal demeure jusqu'à sa mort ce qu'il a commencé d'être. Jusqu'à l'instant de la mort, l'homme est homme, le cheval est cheval, le chien est chien. Il ne saurait se transformer en autre chose. La justice, c'est-à-dire l'âme disposée d'une certaine manière, est animale? Je le veux croire, partant, animal que le courage, c'est-à-dire l'âme disposée d'une certaine manière. Mais quelle est cette âme? Celle qui tout à l'heure était justice? Elle est renfermée dans le premier animal. Passer dans un autre animal lui est impossible. C'est dans celui où elle a commencé d'être qu'elle doit poursuivre son existence. Au surplus, une seule âme ne peut appartenir à deux animaux, bien moins encore à plusieurs. Si la justice, le courage, la modération et les autres animaux sont des vertus, comment n'aurait-elle qu'une seule âme? Il faut que chacune d'elles ait la sienne, ou elles ne sont point animaux. Un seul corps ne peut appartenir à plusieurs animaux. On en convient même dans notre secte. Le corps de la justice, quel est-il? L'âme. Et le corps du courage, quel est-il? La même âme. Cependant, un seul corps ne peut appartenir à deux animaux. C'est, réplique-t-on, la même âme qui revêt la manière d'être de la justice, du courage ou de la modération. Cela serait possible si dans le temps qu'elle est justice, elle n'était pas courage, si dans le temps qu'elle est courage, elle n'était pas modération. En fait, toutes les vertus existent simultanément. Comment donc représenteront-elles chacune autant d'animaux, alors qu'il n'y a là qu'une seule âme, laquelle ne peut constituer qu'un seul animal? Enfin, il n'y a pas d'animal qui soit parti d'un autre animal. Or, la justice est partie de l'âme, ce n'est donc pas un animal. Il me paraît ici que je perds ma peine à démontrer une vérité claire comme le jour. De pareilles fadaises appellent non la discussion, Lucilius, mais l'indignation. Nul animal, en attendant, n'est pareil à un autre. Examine-les dans leur physique à tour de rôle, il n'en est point qui n'ait sa couleur propre, sa silhouette, ses proportions à lui. Entre les raisons qui font si admirable le génie du divin ouvrier, je compte encore ceci. Même en cette masse prodigieuse d'ouvrages, jamais il ne s'est répété. Les choses mêmes qui paraissent semblables présentent, quand on les compare, de contrastes réels. De tant d'espèces de feuilles qu'il a faites, pas une qui ne porte sa marque caractéristique. De tant d'animaux, pas un dont les proportions soient exactement celles d'un autre. Une différence existe toujours. Il s'est astreint à admettre, en tout ce qui était autre, dissemblance et inégalité. Toutes les vertus, vous le dites, sont pareilles. Donc elles ne sont pas animaux. Il n'y a point d'animal qui n'agisse à soi seul. Or la vertu ne fait rien à elle seule, mais avec la collaboration de l'homme. Tous les animaux sont ou raisonnables comme les hommes, comme les dieux, ou irraisonnables comme les bêtes sauvages ou domestiques. Les vertus, à n'en pas douter, sont raisonnables. Or, elles ne sont ni hommes ni dieux, donc elles ne sont pas animaux. Tout animal raisonnable ne fait rien sans que, d'abord, la représentation d'une chose l'est incitée, puis il a un élan, puis l'assentiment sanctionne cet élan.
Voici ce qu'est l'assentiment. Je dois me promener, je me le dis, j'approuve cette même idée et alors seulement je me promène. Je dois m'asseoir et après ces mêmes préliminaires, je m'assieds. Dans le cas d'une vertu, cet assentiment n'existe pas. Supposons qu'il s'agisse de la prudence. Comment donnera-t-elle son assentiment à ceci? Il faut que je me promène. Sa nature ne le comporte pas, car la prudence prévoit pour celui qui la possède, non pour elle, qui ne peut ni se promener ni s'asseoir. Elle n'a donc pas l'assentiment. Ce qui n'a pas l'assentiment n'est pas un animal raisonnable. La vertu, si elle est animale, est raisonnable. Or, elle n'est pas un être raisonnable, donc elle n'est pas animale. Si la vertu est animale, si d'autre part le bien est vertu, tout bien ne sera-t-il pas animal? Il est animal. Les nôtres en conviennent expressément. Sauver son père est un bien, opiner sensément au Sénat est un bien, rendre de justes décrets est un bien, donc l'action de sauver son père est animale. L'action d'opiner prudemment au Sénat est un animal. Cette prolification est telle qu'on ne peut se tenir de rire. Se taire sensément est un bien. Sagement souper est un bien, ainsi se taire et souper sont des animaux. Par Dieu, je ferai durer ce chatouillis et l'amusement que je tire de cette cuistrerie. Si la justice et le courage sont des animaux, ce sont à coup sûr des animaux terrestres. Tout animal terrestre a froid, a faim, a soif. Donc la justice a froid, le courage a faim, la clémence a soif. Et quoi encore? Ne demanderai-je pas aux philosophes quelle figure ont ces animaux, celle d'un homme, d'un cheval, d'une bête fauve? Leur donneront-ils, comme aux dieux, la forme ronde? Je voudrais savoir si l'avarice, la mollesse, la démence sont rondes, parfaitement, pareillement, car elles sont aussi des animaux. Les voici à leur tour devenues rondes. Je demanderai alors si une promenade bien réfléchie est animale ou non. Logiquement, ils sont tenus de le reconnaître, partant que déclarer que la promenade est un animal. Qui plus est, un animal de forme ronde. Ne va pas croire du reste que parmi les nôtres je sois le premier qui ne répète pas le dogme inscrit au tableau et qui est mon opinion à moi. Cléante et Chrysippe, son disciple, ne sont pas d'accord sur ce que c'est que la promenade. Cléante dit, c'est un souffle qui passe du siège de l'âme jusqu'aux pieds. Selon Chrysippe, c'est l'âme elle-même. Quelle raison empêche donc un chacun, suivant l'exemple de Chrysippe en personne, de se rendre indépendant et de se rire de cette infinité d'animaux que tout l'univers ne saurait contenir? Les vertus, déclare-t-on, ne représentent pas une multiplicité d'animaux et sont cependant animaux. Un homme sera poète et orateur, et il n'est cependant qu'un seul homme. Ainsi ces vertus sont des animaux, mais non plusieurs animaux. C'est chose identique qu'une âme, et une âme réfléchie et courageuse. C'est une manière d'être que l'âme par rapport à chacune de ses vertus. Bon, nous voilà d'accord. Moi aussi je le déclare provisoirement, l'âme est animale, et avec l'intention de préciser ultérieurement ma position sur ce sujet. Mais que ces actions soient des animaux, je le nie. Je le nie. Autrement, toutes nos paroles sont animaux, tous les vers des poètes. Si un propos sensé est un bien, si d'autre part tout bien est un animal, un propos est un animal. Un vers plein de sens est un bien. Or tout bien est un animal, le vers est donc animal. Ainsi, je vais chanter la guerre et celui qui est un animal. Et l'on peut dire, de forme ronde, il a 6 pieds de long. La peste, ma foi, diras-tu, toi le d'araignée que tout cela. Tel est précisément à cette heure notre propos. Je me tiens les côtes quand je me figure que solécisme, barbarisme, syllogisme sont des animaux et que j'assigne à chacun, comme fait le peintre, un physique approprié. Et c'est de cela que nous discutons, sourcils contractés, tout renfrogné. Je ne saurais dire avec Célius, tristes inepties. Elles sont comiques.
Dès lors, que n'entamons-nous plutôt quelques discussions qui nous soient utiles et salutaires? Que ne cherchons-nous comment il nous est possible d'atteindre la vertu? Quelle route nous y conduit? Apprenez-moi non si le courage est un animal, mais qu'aucun animal n'est heureux sans le courage, et s'il ne s'est fortifié contre toutes les misères fortuites, si avant de recevoir leur assaut il n'a déjà dompté par la méditation toutes les disgrâces. Qu'est-ce que le courage? Le rempart de l'humaine faiblesse, rempart inexpugnable à qui permet à celui qui a pu s'en servir de tenir sans alarme jusqu'au bout, dans une vie toujours battue en brèche, c'est qu'alors il met en service ses propres forces, ses propres armes. Je veux te rapporter ici une maxime de notre Posidonius. Ne t'imagine pas que les armes de la fortune soient jamais pour toi une protection. C'est avec les tiennes qu'il te faut combattre. La fortune ne fournit pas d'armes contre elle-même, ce qui fait que, munis contre les ennemis, on est contre elle sans défense. Alexandre portait chez les Perses, chez les Hyrcaniens, chez les Indiens, chez toutes les nations dont le Levant étale la succession jusqu'à l'océan, la dévastation et la déroute. Mais lui-même, après le meurtre d'un ami, après la perte d'un autre ami, s'ensevelissait dans les ténèbres, déplorant tantôt son crime, tantôt son affection brisée. Et le vainqueur de tant de rois et de tant de nations succombait à la colère et au chagrin. C'est qu'il avait travaillé à se rendre maître de l'univers plutôt que de ses passions. Oh, dans quel réseau d'illusions sont pris les hommes qui veulent porter leur domination par-delà les mers et se croient au comble de la félicité quand ils prennent par la force des armes beaucoup de provinces, quand ils leur adjoignent d'autres provinces encore, sans savoir qu'existent certaines illustres royautés qui nous égalent aux dieux et qui est d'être maître de soi-même. Aucun empire n'est plus grand. Apprends moins que ces choses sacrées que la justice, qui n'a en vue que le bien d'autrui, qui n'exige de soi que la mise en pratique d'elle-même, qu'elle n'a rien à voir avec l'ambition et l'opinion, qu'elle se plaise à elle-même. Avant tout que chacun se dise avec foi, je dois être juste, gratis. Avant tout que chacun se dise avec foi, je dois être juste, gratis. Encore est-ce trop peu, il faut aller jusqu'à se convaincre de ceci, je dois aimer en être de ma bourse pour une si belle vertu, que toutes mes idées soient diamétralement opposées à mon avantage personnel. On n'a pas à considérer ce que rapporte un acte juste, une action injuste rapporte davantage. J'insiste, pénètre-toi de ce principe que j'énonçais tout à l'heure. Le nombre de ceux qui te savent équitable n'importe pas. Qui veut que sa vertu soit connue du public travaille non pour la vertu, mais pour la gloire. Tu ne voudrais pas être juste sans gloire? Grand Dieu, il t'arrivera souvent de devoir l'être au prix de la calomnie. Mais alors si tu es raisonnable, que ce discrédit n'est d'un mérite vrai, soit ta délectation.